tout d'abord, bienvenue à tous à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc je me présente, je suis la directrice de l'école Camille Zwenigorodski et je dis bonjour aussi en relais par vidéo aux deux autres amphis qui sont remplis et même des personnes... on me rappelle, mais... on va pas décrocher. Donc les deux autres amphis sont pleins, donc cette journée porte ouverte est un succès pour nous et on espère que vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, puisque c'est l'objectif de cette journée porte ouverte, c'est vous faire connaître les lieux, mais aussi savoir pour vous si cette école vous intéresse et toutes les questions que vous pourrez vous poser. Vous allez voir, on a toute une présentation, d'abord moi sur l'école et ensuite sur la formation d'architecte, puisque cet après-midi c'est réservé à l'architecture. Ce matin on avait fait une présentation spécifique au paysage, cette école ayant les deux formations, mais on vous resituera tout ça et ensuite il y aura des témoignages d'enseignants, puisque pour cette journée de porte ouverte je suis entourée et accompagnée de personnel administratif, mais aussi d'enseignants qui se présenteront et vous verrez également, ils pourront donner un tout petit peu leur profil, qu'on a des enseignants-chercheurs dans cette école qui sont de profils très différents, puisqu'on a une spécificité dans cette formation, c'est qu'on allie plusieurs champs disciplinaires. On va vous raconter ça un petit peu plus en détail. Petite précision technique, on vous a distribué un questionnaire qu'on espère que vous allez répondre, parce que nous, ça nous permet de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, et c'est intéressant pour nos statistiques. Et pour vous encourager à y répondre, on fera un tirage au sort et on enverra un petit cadeau à celui qui est tiré au sort, qui sont les, comment on appelle ça, les goodies de l'école, ça veut dire les petits produits dérivés, un sac, des livres, des crayons, des carnets, voilà. Donc remettez-le bien à la sortie pour pouvoir être tiré au sort, et puis pour nos statistiques et notre connaissance de vous-même, ce sera bien. On vous a distribué aussi une foire aux questions, ou alors vous la verrez dans les différents stands de points d'information. On vous a distribué aussi une petite plaquette spéciale journée porte ouverte qui résume un peu les deux formations et sur laquelle j'attire votre attention très forte au niveau de l'architecture. La journée d'admission est notée au 10 mai. Mais elle se tiendra le 3 mai, si vous voulez bien le corriger sur vos plaquettes, parce qu'on a appris très récemment que Parcoursup fermait le 10 mai pour les établissements pour remplir les choix, donc on a été obligé d'avancer, mais on avait déjà envoyé le tirage malheureusement, donc notez-le bien, à la dernière page, c'est le 3 mai, les admissions. De toute façon, pour ceux qui sont admissibles et qui viendront aux admissions, on vous racontera ça après, ils recevront une convocation. Mais c'est au cas où vous organisez entre plusieurs écoles, c'est quand même bien d'avoir la bonne date. Donc les étudiants aussi vont venir nous rejoindre tout à l'heure à 15h pour vous raconter un peu la vie de l'école, le bureau des étudiants, vous pourrez également leur poser des questions. Donc on a à peu près 1h30 de présentation, entre 1h et 1h30 de présentation, et après on vous laisse faire des questions. Mais vous pourrez aussi aller dans les ateliers. Donc il y a énormément d'ateliers qui sont ouverts. L'atelier 1, c'est plutôt le paysage. L'atelier 2, l'architecture. Les licences 1 et les licences 2 vous montrent certains de leurs travaux. Il y a des enseignants qui s'y trouvent, des administratifs qui s'y trouvent. Dans la pyramide, qui est notre lieu de convivialité central, il y a aussi des réponses à des questions. Vous pourrez aussi prendre du café, du thé si vous voulez, parce que le bureau des étudiants est mobilisé pour ça. Et il y a l'atelier maquette et la médiathèque qui sont ouvertes. J'en parlerai un petit peu après. Donc là, c'est ouvert jusqu'à 18h. Voilà. Comme vous serez libérés à 16, ça laisse le temps. Je commence. Donc l'architecture et le paysage, ça s'apprend et on va vous expliquer comment, mais c'est plutôt les enseignants qui le feront par la suite. D'ailleurs, à l'attention des deux autres amphis, ne soyez pas frustrés, tous les enseignants sont avec moi ici, mais ils se répartiront dans les amphis au moment des questions. Voilà, donc vous pourrez avoir le même relationnel interactif avec eux en direct au moment des questions. On coupera la reprise vidéo et vous serez en direct pour vos questions dans chaque amphi. Donc le paysage et l'architecture, ça s'apprend. Effectivement, on considère que quand on arrive dans cette école, on n'a pas forcément une connaissance sur ces deux domaines, deux disciplines, comme on dit.
qui sont très peu apprises à l'école en général, jusqu'au bac, à moins qu'on ait fait des études un peu spécialisées, mais enfin, la majeure partie d'entre vous n'ont pas de connaissances dans ces domaines-là, et à la limite, s'ils en ont, c'est plutôt des connaissances d'histoire de l'architecture, parfois, et pas forcément, et rarement, plus rarement, de la fabrication du projet. L'école de Bordeaux se situe en Nouvelle-Aquitaine, sud-ouest de la France. Elle est notée en bleu sur la carte. Elle fait partie du réseau national des 20 écoles nationales supérieures d'architecture. C'est sous tutelle du ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Donc 2 ministères de rattachement, un pour l'enseignement supérieur et l'autre pour la culture. La spécificité de Bordeaux qu'on retrouve à Lille, qui est coloriée en bleu également, c'est qu'elle forme également des paysagistes. Donc ces 2 formations existent et c'est les 2 seules à avoir ces 2 filières ensemble. Paysage, il y a également 2 autres écoles qui forment et des écoles d'ingénieurs. Et en architecture, il y a d'autres écoles qui sont que sur la filière architecture, qui font leur recrutement comme nous et qui ont leur cycle exactement organisé comme nous, puisque c'est les mêmes ministères de tutelle, donc c'est le même référentiel. Ce sont des écoles donc publiques. Le site de l'école que vous voyez là pour les beaux jours, rapidement, avec ces ateliers que l'on distingue bien, une architecture des années 70, créée spécialement pour l'école d'architecture. Alors évidemment, il y a eu des évolutions depuis, on a construit des nouveaux volumes, on a construit des nouveaux bâtiments, ça s'est plutôt développé, mais un site intéressant pour étudier et spécialement conçu pour. Pourquoi on forme à l'ENSAP? Donc on dit pour aujourd'hui et pour demain. L'ambition de la formation, et elle vous sera détaillée encore une fois par la suite, c'est de former des professionnels de l'architecture et du paysage, mais aussi c'est une mission d'avenir, c'est-à-dire que les professions qui existent, et les débouchés, on va vous en parler, existent aujourd'hui, mais il peut y avoir des nouveaux métiers demain. Donc on a tout un apprentissage qui peut amener à créer des professions demain aussi. Donc on n'est pas forcément sur la reproduction et on favorise un apprentissage de questionnement et de réalisation et de savoir-faire et de connaissances qui permettent de se poser des questions et de construire l'avenir, de se préparer à décrypter également le monde, mais on vous en reparlera après. Ça c'est une petite photo, si vous avez été admis ici et que vous avez bien suivi tous les 5 ans, c'est la cérémonie de remise des diplômes qui se passe en juin et où tous les parents et les étudiants qui ont beaucoup évolué chez nous reçoivent leur diplôme et donc leur certificat qui leur permet d'exercer derrière. Les missions sont évidemment des missions qui sont données par le ministère de la Culture qui ne vous étonneront pas, et l'enseignement supérieur, sur la formation, puisqu'on est un organisme de formation, sur la recherche également. Donc on parlera un tout petit peu des laboratoires de recherche, même si ça concerne un peu moins le public d'aujourd'hui, mais c'est très important puisqu'il y a des liens et des passerelles entre les deux, et même dans les enseignants sont et dans les laboratoires et dans la formation, donc c'est un peu spécifique. Diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. C'est une des missions de l'école auxquelles les étudiants participent, expositions, et où ils sont acteurs parfois, parce qu'il y a des expositions de travaux d'étudiants dans différentes manifestations, mais où ils sont aussi bénéficiaires, puisqu'on fait venir des conférenciers parfois. Formation à des métiers de la conception, et l'accompagnement des étudiants se fait de l'entrée jusqu'à l'insertion professionnelle. En chiffres, donc, on a 2 grandes disciplines, architecture et paysage, 12 formations. Ça va être un peu complexe à décrypter, on le verra par la suite, mais parce qu'il y a des masters spécialisés, enfin vous verrez, il y a vraiment 2 grandes filières, et puis après des choses qui viennent par la suite. Environ 1000 étudiants, donc c'est une taille d'école un peu moyenne, c'est beaucoup plus petit que l'université, bien entendu. Et c'est voilà, à peu près les jauges, vous les avez les chiffres en architecture, en paysage, en HMNOP, donc habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Ça, c'est les architectes qui ont fini leur diplôme d'état en architecture et qui souhaitent exercer en libéral, qui ont une année complémentaire de formation en agence d'architecture, mais avec des cours chez nous, notamment juridiques et techniques et administratifs. 25 doctorants et également 47 étudiants en Erasmus,
ou en mobilité rentrante, puisqu'on en a au-delà de l'Erasmus, et 90 post-diplômes. Pour accompagner tous ces étudiants et étudiantes, 50 agents administratifs, 180 enseignants, dont 140 en architecture et 40 en paysage, certains travaillant sur les deux filières, puisque, encore je vous ai dit tout à l'heure que leur profil était divers, mais on a aussi des cours de paysage en architecture et aussi des cours d'architecture en paysage, enfin, au moins certains travaillent en commun. 3 unités de recherche, de très nombreuses coopérations internationales, 57. Sur les bâtiments, vous les avez vus, 9000 m², 30 000 m² de terrain, ce qui est aussi un site assez intéressant pour ça, parce qu'on a de l'espace, on a de la place. Les ateliers, vous allez les voir, c'est là où on développe les projets, les grandes planches, les exposés. On en parlera tout à l'heure sur la méthode d'apprentissage en atelier, mais on a des espaces conçus spécifiquement pour ce type de travail. Voilà les cycles de formation qu'on dispense ici. Tout à l'heure, on vous fera c'est un peu compliqué. On va essayer d'y aller doucement, mais de toute façon, on vous fera un zoom tout à l'heure sur les études en architecture, ce qui va simplifier un petit peu le tableau, puisque à gauche, vous avez donc la filière. Ah non, si je passe la diapo, ça va pas. Mais là, on va plus m'entendre dans un micro. Enfin bon. On va voir. Bon, je sais pas si ça marche. Bon, je vais faire avec. À gauche, vous avez la filière architecture, qui commence après le baccalauréat en général, hein, mais qui, bon, après certains arrivent après un parcours plus diversifié. Mais en gros, l'admission se fait sur Parcoursup après bac et qui se passe sur 3 ans pour obtenir le diplôme d'études en architecture. Et ensuite, on a 2 années de master, qu'on dit master, pour obtenir le diplôme d'état d'architecte. Et puis cette année spécifique de HMNOP, donc je vous ai dit tout à l'heure, habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre, c'est cette année un peu professionnalisante qui est faite avec l'ordre des architectes pour pouvoir ouvrir son agence et signer des permis de construire. On peut aussi, à la fin du master, avoir envie de se diriger vers un doctorat, donc qui se passe en général en 3 ans, et on peut avoir envie aussi de faire des spécialisations. Donc on a quelques spécialisations dans l'école qui sont de niveau post-diplôme et on a quelques spécialisations qui sont de niveau master. Il faut savoir qu'aujourd'hui les étudiants peuvent avoir envie de multiplier les masters, ça fait plusieurs galons sur un CV et c'est pas forcément inintéressant parce que on aborde des sujets de spécialisation, notamment pour certains en technique, pour d'autres en paysage et territoire, pour d'autres en maîtrise d'ouvrage. Donc c'est les fameux sigles qu'on voit là, ACO, UPEP, on vous répondra à ces questions. Et on a aussi un diplôme international avec la Chine qui est le CIEPT. Et en post-diplôme, on a 2 diplômes d'établissement, donc qui sont un travail qui s'appelle Rebuilding the World, c'est ça que ça veut dire, RBW, donc repenser le monde et reconstruire le monde, en lien avec la Chine en particulier, et sur des questions d'aménagement de territoire, et sur la médiation en architecture. Donc le second qui est une des voies qui se développe aujourd'hui, en tous les cas pour les professionnels. Donc ça reprend diplôme d'études en architecture DEA qui vaut grade de licence, diplôme d'état d'architecte grade master en 2 ans, voilà, donc diplôme d'état d'architecte, et puis habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, ça c'est pour l'architecture, et en paysage on a une autre construction qui se fait en 2 ans. Bon, on va le dire très très vite parce que c'est pas cet après-midi qu'on en parle, de cycle préparatoire d'études, parce que l'entrée dans les études de paysage, du diplôme d'état de paysagiste, se fait à Bac+2. Donc c'est une construction qui est un peu différente, puisqu'on a un cycle préparatoire de 2 ans, et ensuite un grade master en 3 ans. Donc c'est l'inverse. En architecture, c'est 3+2, et en paysage, c'est 2+3. Ça finit par faire 5 à chaque fois. On s'y retrouve.
Les différents masters qu'on dispense ici, mais bien entendu, si vous êtes diplômé de cette école, vous pouvez aller faire un master spécialisé dans une autre spécialité dans une autre école. Et bien entendu, on accepte des étudiants d'architecture diplômés d'autres écoles dans ces masters-là. Donc c'est un mélange. Et ce sont des masters qui se font en partenariat avec des autres universités ou autres écoles de la région. Et on a des séminaires de préparation pour le doctorat en architecture et en paysage. Pour ceux qui souhaiteraient s'orienter dans un doctorat, il y a également des cycles de préparation pour ça. Les collaborations dont je parlais tout de suite sur ces différents masters, en particulier, mais qu'on a déjà parfois dans les études à un niveau licence ou master, sont avec l'ISABTP, qui est une école d'ingénieurs à Anglette, les arts et métiers avec le département des sciences de l'ingénieur de l'université de Bordeaux, donc qui sont des filières beaucoup plus techniques et spécialisées en ingénierie, mais qui viennent à un moment où les étudiants en architecture, les étudiants futurs ingénieurs travaillent ensemble à des projets, ou se spécialisent dans ce master ensemble. Ça leur donnera un diplôme commun s'ils font le même master, mais après ils ont une formation de base qui est différente, donc ils exerceront différemment. L'école des beaux-arts de Bordeaux aussi, pour tout ce qui sont nos questions d'art et d'histoire, d'art de l'université et d'art, design. L'urbanisme, l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme, le IATU de l'Université de Bordeaux-Montaigne, avec lesquels on fait les masters UPSMO et UPEP, que je vous ai montré tout à l'heure. Sciences Po, avec lesquels on a une collaboration aussi, surtout au niveau master chez nous, donc sans un master spécialisé, mais c'est un master intégré. Et géographie, le département de l'Université de Bordeaux-Montaigne également, avec lequel on est en collaboration. Ça veut dire que voilà, parfois on a des travaux en commun, parfois on mélange les étudiants, parfois on permet à un étudiant d'aller faire un petit saut à droite et de revenir. Enfin, ça c'est parfois du parcours un peu à la carte, même si au niveau des filières, on essaye quand même d'avoir une certaine constance, parce que c'est pas facile de former des architectes en 5 ans. La recherche, 3 laboratoires de recherche de tailles différentes et de thématiques très différentes. C'est une des spécificités aussi de cette école de Bordeaux, c'est d'avoir des gros laboratoires ou des laboratoires bien installés dans la recherche, ce qui est très intéressant en tous les cas pour nous en termes de qualité de l'enseignement et de la formation initiale aussi, sans parler évidemment du doctorat que ça donne en possibilité. Un qui est plutôt sur les spatialités, les changements globaux. Là, on a un doctorat en architecture ou en paysage beaucoup plus orienté sur ces questions de changement climatique, d'anticipation et de ce en quoi les concepteurs d'espace peuvent influer ou avoir une influence sur ce sujet-là. Le Gréco on est beaucoup plus sur la technique, le confort, l'ambiance, donc l'acoustique, la thermique. Et le laboratoire Pavé, profession architecte ville et environnement, qui est plus orienté sociologie, où on va aussi s'occuper d'avenir également en matière handicap, vieillesse ou d'autres sujets sociaux qui sont la base de la réflexion de cette équipe d'accueil de recherche. Un brassage également, pas seulement avec d'autres écoles, mais aussi avec l'étranger. Donc on a des étudiants qui partent et d'autres qui arrivent, et tout ça c'est une grande expérience pour tous. Avec un programme Erasmus+, avec 18 pays et 31 établissements, des conventions bilatérales qui nous permettent d'aller au-delà d'Erasmus dans des pays plus lointains, donc qui ne sont pas dans la zone Europe, mais qui font il y a quand même des aides et des appuis financiers et des garanties de trouver un enseignement adapté au-delà de l'Europe. Ainsi que avec l'international, des projets un peu spécifiques. De temps en temps, on propose une semaine intensive. Là, il y en a une prochainement au Cameroun, d'une semaine, qui vient d'être lancée. Et voilà, les étudiants qui souhaitent y aller, il y a un financement de la métropole de Bordeaux sur ce sujet-là, et il y a une semaine de travail là-bas sur place avec les étudiants d'école d'architecture. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver en cours de cycle. Et on a des partenariats également privilégiés avec 3 universités, donc Hanoï au Vietnam, Tianjin en Chine et Saint-Sébastien, sur lesquels on co-délivre des diplômes, où il y a des enseignants qui sont à cheval qui vont enseigner là-bas, et certains enseignants de ces universités qui peuvent venir.
La culture, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la diffusion de la culture architecturale et urbaine. On anime de nombreuses conférences ici, des expositions, on favorise des rencontres avec les professionnels, soit ici, soit à d'autres endroits hein, d'ailleurs de diffusion hein, de l'architecture, on co-organise et on peut participer à ce qu'on appelle des événements territoriaux ou nationaux, les journées nationales de l'architecture, les journées au jardin, où on peut faire des événements, ou Agora, si vous connaissez bien Bordeaux, vous savez qu'il y a un biennale d'architecture qui se tenait à Bordeaux très régulièrement, dans laquelle on participe. Des ressources internes, au-delà des 9000 m² de bâtiments et 30 000 m² de terrain, une médiathèque que vous pouvez aller visiter. Il y a une petite expo d'ailleurs à l'entrée sur des typologies d'architecture ou des monographies de bâtiments assez intéressants, avec, bon voilà, très spécialisé dans l'architecture. Donc c'est un lieu de ressources pour les étudiants. Un centre de ressources informatiques, puisqu'on a des salles avec des nombreux ordinateurs qui permettent aux étudiants de travailler également dessus, même si beaucoup ont leur portable, mais ça sert quand même également pour des cours ou certains logiciels spécialisés. Un accès Wi-Fi sur l'ensemble du site de l'école. Un atelier maquette que je vous invite à aller voir, c'est derrière l'atelier 4, qui est voilà, avec un bel atelier bois et des machines, une découpe numérique, des maquettes 3D, enfin toute une série d'outillages très performants et un accompagnement forcément de 3 personnes sur ce lieu-là pour aider les étudiants à savoir se servir des machines et à les accompagner bien entendu. Et bientôt, on l'a pas encore mis sur la diapo, un atelier expérimental en une dimension qui va permettre de réaliser des projets de taille réelle. Bon, la construction va commencer bientôt, donc on l'aura en livraison l'année prochaine, en cours d'année prochaine. Voilà pour ma présentation, un site Facebook, mais il y a aussi le site également de l'école institutionnelle que vous pouvez aller chercher et sur lequel vous pourrez retrouver cette intervention qui est filmée. Voilà. Je passe la parole à Ken Fitzsimons, qui est le enseignant-chercheur à l'école en architecture et qui est également le président du conseil pédagogique et scientifique, donc une des instances de fonctionnement de l'école. Merci Madame la directrice. Alors, est-ce que je dois parler dans les deux? On change de place? Bon, je vais faire comme ça, c'est un peu compliqué. Bien, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis, comme a dit Camille Zwenigodski, enseignant-chercheur dans la formation architecture. Je suis architecte de formation, enseignant par passion et chercheur, je pense, par disposition intellectuelle. Alors, comme vous avez vu dans la première présentation, nous avons des moyens importants à disposition ici, des moyens humains, des moyens financiers, ainsi que des moyens intellectuels. J'ai changé le... Non, mais il n'y a aucun problème, c'est pas très... Donc, ce que je voudrais faire, c'est vous parler un peu de la raison de tout ça, la raison des études en architecture et la raison de la formation des architectes. Et donc, pour ce faire, j'aborderai 2 points, brièvement, j'espère. Donc, c'est censé être blanc, ne vous inquiétez pas, vous verrez pourquoi. Donc, le premier point est que l'architecture est quelque chose d'une certaine gravité. On ne peut pas la prendre à la légère. Prenons, par exemple, un espace, un lieu qui devrait être connu de tous, qui est la cour du collège ou du lycée, que vous avez fréquenté pendant quelques années et que sans doute beaucoup parmi vous fréquentent toujours. Donc l'écran est blanc justement parce que j'aimerais que chacun puisse projeter sa propre image mentale de cette cour. Donc beaucoup de gens fréquentent cette cour que vous voyez sur l'écran, hein, tous les jours. Cette cour est utile. Cette cour produit des effets sensibles sur chez chacun, et elle fait ça de par ses qualités spatiales. On peut même dire ses qualités esthétiques, si on prend ça dans le sens large, parce que pas toutes les cours de collège et de lycée sont belles dans le sens classique.
Donc cette cour, elle peut être le lieu de joie, elle peut être un lieu de déception, elle est sans doute souvent le lieu d'ennui. Bref, c'est un lieu du quotidien. Figurez-vous que quelqu'un a réfléchi à comment cette cour devrait être. Quelqu'un a conçu cette cour. Et pour la réaliser, cette cour, on a fait beaucoup de choses. On a arraché de la terre sa matière inerte et vivante, le sable, la pierre, le bois, le fer et même le pétrole. On a transformé cette matière, souvent en dépensant beaucoup d'énergie. On a transporté cette matière transformée loin de son origine pour la disposer dans des configurations qui optimisent les lois de la physique. On a fait faire tout cela par des bras venus de proche et de loin, des bras qui travaillent dans toutes les conditions, souvent les plus pénibles. Et on a généré par ces actions des déchets, on a engagé des générations futures sur des dettes et des dépenses environnementales. Maintenant, on a déployé, ce faisant, des formes matérielles, de la matière, comme ce qui est autour de nous en ce moment. Et ces choses, ces formes s'insèrent dans ce qu'on appelle des réseaux de signification qui sont caractéristiques de notre culture. On peut appeler ça la dimension symbolique de l'architecture, peut-être plus familière à tous. Et tout ça, on fait pour agencer les interactions sociales entre les gens. On découpe l'espace en différentes parties avec toutes sortes d'obstacles, des murs, des planchers, des rues. Et puis on réunit ces espaces, ces parties, sélectivement avec toutes sortes d'autres éléments, des portes, des marches, des passerelles et les cours, des cours comme la cour à laquelle vous pensez. Donc tous ces objectifs, ces opérations et ces conséquences sont interconnectés par l'acte de bâtir. C'est pour cela que je dis qu'il y a de la gravité dans l'architecture. Et les études que nous faisons ici sont importantes car l'architecte est au cœur de cet acte de bâtir. Deuxième point concerne plus spécifiquement les objectifs et les conséquences de l'architecture et donc du travail de l'architecte. Notre environnement bâti est le support le plus immédiat de cette manière d'être commune à beaucoup d'hommes et de femmes, ce que nous partageons. Cela s'appelle faire société. Revenons à la cour de votre collège ou lycée. Cette cour est un des lieux qui incarne ce projet ambitieux, faire société. Elle rassemble les jeunes et les moins jeunes autour de la formation de l'esprit. Elle est un espace que tous ont le droit de fréquenter pendant un temps de leur vie. Chez les architectes, on dit qu'on habite ce genre de lieu, même si bien sûr il ne s'agit pas d'y passer la nuit. On l'habite quand même. On peut contraster cette architecture qui fait société avec un autre type d'espace, celui du rond-point. C'est un espace que vous connaissez sans doute bien également. Il y en a environ 40 000, plus de 40 000 en France apparemment. Or, normalement, on n'habite pas le rond-point. Le rond-point incarne le contraire de la cour de l'école. On y passe sans s'arrêter, sans chercher à fréquenter les autres. Ou alors, si le rond-point viendrait à être habité, et je pense que nous en avons tous vu des exemples récemment, ce ne serait pas habité dans des conditions dignes d'une société démocratique. Ce serait dans des conditions précaires. Et ce serait peut-être même parce que quelque chose ne tourne pas bien dans cette société. Nous voici donc revenus au défi de l'acte de bâtir, qui est de créer l'environnement que nous pouvons habiter en commun, dans de bonnes conditions, et bien sûr en s'assurant que tout cela sera possible par les générations futures. C'est le défi que vous vous donnez quand vous vous lancez dans les études en architecture. Et c'est ici, dans cette école, où nous relevons ce défi avec nos étudiants qui sont de futurs architectes.
Donc ça, c'est les 2 points. Maintenant, avec Patricia Neutens, qui est chef de service des formations, nous allons présenter les moyens plus spécifiques par lesquels on forme des architectes ici. Et vous pourriez décider si c'est le genre de défi que vous voulez relever. Donc pour ce faire, je vais mettre une autre diapo. Et j'invite... voilà, c'est peut-être plus simple. Établissement. Oui, ça s'appelle... Non? Voilà. Alors, peut-être... Bon, bonjour à tous déjà. Et je prends le petit bitonio. Non, bah non, ça va. Ah, bah on va pas tout bouger. Ah, mais on me voit, non, on me voit sur la vidéo. Ouais, enfin, bon, allez, on change. Allez. Oula, oui, je suis dans la lumière. Donc plus en détail, un petit peu, le cycle de la formation. Juste pour vous rappeler que l'admission donc post-bac se fait bien pour intégrer la première année, donc la première année de licence. La licence dure 3 ans et ensuite le master 2 ans. Voilà, c'était juste. Après, je reviens pas sur la suite. La formation architecture en chiffres. Alors, il y a beaucoup de chiffres. Donc, vous voyez, 131 étudiants en première année. Alors, il y a 90 à 100 places réservées pour les Parcoursup. Parce que donc en première année, on admet également des étudiants en ce qu'on appelle la validation des acquis, des études, des expériences professionnelles. Donc pour des étudiants qui auraient déjà fait d'autres formations, qui auraient déjà travaillé, donc qui peuvent être un peu plus âgés. Donc il y a aussi quelques étudiants qui entrent en première année de cette façon. On a aussi des étudiants étrangers. Là, c'est une autre procédure d'admission, donc qui peuvent aussi intégrer en première année. Donc voilà, on arrive donc à peu près à 130 étudiants en première année. Et donc après, vous voyez, bon, ça fluctue d'année en année en fonction des redoublements ou pas. Mais on arrive donc en M2, 194 étudiants. Vous voyez, voilà. Après, ce qui est important aussi, mais là on va en reparler ensuite, c'est au niveau des enseignants. Vous voyez, oui, 91 enseignants environ, et qui se répartissent donc dans différents champs d'enseignement, ce dont ils vont vous parler plus précisément après. Donc le volume horaire de la formation. Alors ce qui est intéressant, on a fait un petit focus pour vous parler de l'intensité hebdomadaire. Donc vous voyez que ça évolue de la L1 à la M2, donc entre 26 heures en première année, et forcément ça diminue un peu légèrement pour arriver à 18 heures de cours par semaine en dernière année. Alors, tout ça pour vous dire qu'au niveau 26 heures de cours, c'est quand même beaucoup. Donc, vous avez beaucoup de travail quand même à l'école, en présentiel, avec vos enseignants. Mais il y a aussi beaucoup de travail personnel, donc en dehors des cours, chez vous, en groupe. Donc, c'est des études assez intenses. Et ça diminue tout au long des années, parce que c'est vrai que notamment en dernière année, où là, il y a le projet de fin d'année, le projet de fin d'études, qui vous prend beaucoup de temps, et là, plus en travail personnel. D'où la petite diminution de l'intensité de cours par semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Alors oui, donc le cycle conduisant au diplôme d'études en architecture, donc ça c'est la licence. Donc c'est là où on fait un focus sur les unités d'enseignement, où les enseignants vont donc reprendre la parole. On commence par le bas, la brique de la construction, l'UE culture architecturale. Oui, donc pour être plus précis, je vais présenter juste pendant quelques instants ces blocs de construction quelque part pour former l'architecte, et c'est un peu après cette présentation générale que mes collègues présents sur scène approfondiront différents aspects de ces UE qui sont des unités d'enseignement. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée de l'architecture du programme. Donc en licence, c'est les 3 premières années des études. Chaque semestre est composé de 4 unités d'enseignement, dont chacun
participe à la formation hein, des esprits des jeunes architectes. On peut faire ça un peu didactiquement en disant bon, la première chose qu'il faut faire chaque semestre, c'est contribuer à construire la culture des étudiants et notamment leur culture architecturale, ce qui englobe bien sûr beaucoup de choses. Donc c'est là où on apprend l'histoire de l'architecture et de la ville et des sociétés parce que les choses sont liées. On apprend un peu sur la société via des exercices en lien avec la sociologie. Et donc, c'est un peu des humanités, on va dire, et les sciences sociales. Ça, c'est pour que chacun s'approprie cette culture dans laquelle les architectes travaillent. Ensuite, on peut savoir des choses, mais il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir montrer aux autres nos pensées, au-delà du langage et l'écriture. Et c'est là où il y a l'UE représentée et expérimentée. Et dans cette unité d'enseignement, vous avez des enseignements qui seront présentés en plus de détails par mes collègues, où on aborde la question visuelle, la question plastique, pour pouvoir exprimer des idées, parce que évidemment, comme j'ai essayé de laisser comprendre tout à l'heure, l'architecture est quelque chose de très présent à tous nos sens, notamment le toucher, la vision et l'expérience corporelle. Ensuite, c'est une chose pouvoir exprimer des visions, des idées. Encore faut-il savoir les construire. Donc l'UE construire et l'ensemble d'enseignements qui apprennent à manipuler les matériaux, le bois, le béton, l'acier, les plastiques, etc. Qu'on fait quand on construit des bâtiments ou d'autres types d'espaces matérialisés. Et le dernier en haut, qui s'appelle unité d'enseignement concevoir, c'est l'unité d'enseignement où on apprend aux étudiants à des concepteurs d'œuvres architecturales, des bâtiments, des espaces, des infrastructures, des paysages même, parfois des quartiers, des morceaux de ville. Donc parce que l'architecte praticien a un droit réservé sur la conception de tous ces lieux qu'on fréquente tous les jours. Et donc cette unité d'enseignement, c'est où on apprend cette capacité et comme vous avez sans doute déjà compris, c'est le lieu où les autres savoirs que les autres UE apportent convergent pour que l'étudiant puisse projeter et présenter ce qu'il pense devrait être amené au monde. Ah, c'est à moi. Je pense que... Oh, j'ai besoin de micro. Non, attends. C'est pour pas... Ah non, parce que c'est l'approfondissement des... Ah, c'est à la fin. Oui, pardon. Je n'avais pas dit ça. Oui, parce que sinon ça va... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'enchaînement logique. Le petit entre nous, c'était que on va terminer la présentation du programme et ensuite les différents enseignants aborderont les différents blocs d'enseignement. Allez, donc j'enchaîne avec les stages. Alors, donc oui, donc dans ces études d'architecture, il y a des stages obligatoires. Vous voyez, un stage ouvrier en L1, 2 semaines. Un stage de première pratique, un peu plus long, 4 semaines, en L3 de mémoire. Ah oui, et par contre, on a donc après, et vous avez encore un 3e stage, beaucoup plus long, donc 8 semaines en master. Donc ça, ce sont les 3 stages obligatoires pour pouvoir être diplômé architecte, mais il est toujours possible d'en faire plus, ce qu'on appelle des stages de complément de formation, si vous le désirez, un de plus en licence, un de plus en master, puisqu'il est toujours bon de se confronter au monde professionnel, donc on est plutôt tout à fait favorable au fait de faire des stages. Donc ensuite, le cycle conduisant au diplôme d'état d'architecte, donc là le master, 2 ans. Bon, on va peut-être
Je laisse la main à Kent. Voilà, les objectifs. Donc là, je vais présenter les 2 années de master de manière différente. Au lieu de parler des composants, on va plutôt parler des objectifs parce que c'est un peu plus loin. Mais c'est le cycle proprement professionnalisant. C'est ce qui donne le diplôme valant grade de master qui s'appelle le diplôme d'état d'architecte. Et donc, sur la base de ce que les étudiants ont appris en licence, on essaie d'approfondir la maîtrise des problématiques architecturales et urbaines, notamment, chaque atelier de projet va prendre des questions vraiment plus précises dans leur échelle ou dans leur type de bâtiment pour amener et même l'approche à la conception pour que les étudiants soient un peu plus opérationnels dans le monde de la production architecturale. On va aussi développer davantage l'esprit critique des étudiants. Sur la base de ce qu'ils ont pu apprendre dans le premier cycle, on va amener chaque étudiant à se positionner par rapport à un certain nombre de problèmes ou d'enjeux de société dans ce cycle. On commence à introduire des aspects pratiques par rapport à l'exercice du métier dans le sens des questions de réglementation urbaine et sur le bâtiment, des règles concernant la profession d'architecte, donc les responsabilités, les prérogatives. Et enfin, on sensibilise les étudiants avec un exercice pratique qui est un mémoire. On sensibilise les étudiants à la question de la recherche, donc c'est-à-dire comment est-ce que dans le monde de l'architecture, on approfondit, on génère de nouveaux savoirs qui sont appropriés pour les défis auxquels on va faire face dans les prochaines années. Ah ben voilà. Donc le stage dont je vous parlais juste avant, le stage de formation pratique, 2 mois minimum en master. Le dernier stage obligatoire. À la fin de cursus, projet de fin d'études et mémoire. Okay. Donc voilà. Donc sur la base de ce que j'ai décrit comme les approfondissements, chaque étudiant à la fin du cycle est amené à faire 2 exercices personnels qui sont autodéfinis mais dirigés par des enseignants. Le premier en ordre, on va dire, d'exécution et aussi d'intensité, c'est le mémoire. Donc le mémoire, c'est une initiation à la recherche. Donc c'est là où l'étudiant est censé prendre un peu de distance critique avec un sujet concernant l'architecture, la ville et éventuellement le paysage pour faire une recherche et pouvoir affirmer un certain nombre de choses qu'il ou elle aurait apprises. Ensuite, on passe au projet de fin d'études. Donc là, c'est un travail personnel qui est effectué en rapport avec une des domaines d'études sur lequel l'école est particulièrement compétente. Donc c'est un projet architectural, c'est une proposition de faire advenir dans le monde un lieu, un bâtiment, des ensembles d'espaces, un complexe, un quartier. Ça représente 200 heures de travail personnel, donc c'est un investissement très important. Chaque étudiant est censé démontrer leur maîtrise de la conception architecturale pour montrer qu'ils ont bien intégré tout ce que on leur a apporté et tout ce qu'ils ont appris pendant les 2 cycles. Et ce projet est validé devant un jury qui est composé pour partie d'enseignants de l'école, mais pour grande partie, de personnalités extérieures, donc des enseignants d'autres écoles en France ou à l'étranger, des représentants de l'ordre des architectes, des praticiens compétents sur le sujet qui est abordé. Et ça, c'est un grand moment où on défend son projet devant ceux qui seront, a priori, les futurs confrères ou consoeurs de l'architecte. Alors, le recrutement, donc dans Parcoursup.
Alors, tout d'abord, vous dire qu'on a environ 2500 candidats au départ, donc 2500 demandes. On en sélectionne 700 donc admissibles. Donc ces 700 admissibles viendront passer donc l'entretien d'admission à l'école. Alors l'admissibilité, elle est déterminée par une moyenne de certaines notes pondérées. Donc ça c'est un petit algorithme calculé par Parcoursup. Et donc nous, École de Bordeaux, on a choisi certaines matières et certains coefficients. Je vous dis ça parce que donc les autres écoles d'architecture ont pu choisir tout à fait d'autres matières et tout à fait d'autres coefficients. Donc sinon, à Bordeaux, donc nous on prend les notes de français du bac français avec un coefficient de 3. On met 2 pour l'oral et 1 pour l'écrit. On ajoute les notes d'histoire-géographie avec un coefficient de 2. La note de mathématiques, enfin les notes de mathématiques avec un coefficient de 1. Et toutes les notes d'option dans les domaines artistiques et techniques avec un coefficient de 1. Donc on prend les notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat, plus celles des 2 premiers trimestres de terminale pour les lycéens, donc non encore bacheliers. Et sinon pour les bacheliers, on prend leurs notes obtenues au bac. Si jamais vous êtes dans une série où il n'y a pas de notes d'histoire géo, où il n'y a pas de notes de maths, je ne sais pas si ça existe, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas désavantagé. En fait, l'algorithme de Parcoursup il ne va pas trouver cette note, donc forcément il la prend pas en compte dans la moyenne, mais il ne vous compte pas 0. Il prend juste pas en compte cette note. Donc au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, on va dire peut-être 4 notes, ben vous en aurez que 3, donc c'est divisé sur 3. Donc vous n'êtes pas désavantagé du tout. Donc à l'admissibilité, donc on en prend 700. Donc vous avez donc un entretien d'admission qui est prévu le 3 mai et non pas le 10 mai comme indiqué sur vos documents. Et donc cet entretien d'admission, c'est un entretien devant un jury de 2 enseignants de l'école, 2 enseignants dont un architecte. Et c'est un entretien de motivation, donc un quart d'heure d'entretien de motivation. Donc vous n'avez pas de book, de travaux, de choses à ramener. Donc vous venez tel quel, mais en ayant préparé donc un entretien de motivation classique, c'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos passions, pourquoi vous voulez faire de l'architecture, voilà. Mais c'est un entretien donc voilà de motivation sur votre personnalité. Et donc oui, à la suite de cet entretien d'admission, on en retient donc je vous disais entre 90 et 100. Et vous avez les résultats dans Parcoursup à peu près vers après le 10 mai, puisque justement on doit faire remonter tous les résultats le 10 mai dans Parcoursup. Donc j'imagine le temps qu'ils traitent tout ça, on va dire mi-mai, vous devez avoir les résultats chez vous. Donc on a une liste d'admis, 90-100, mais on fait également une liste complémentaire pour si jamais dans les 90-100 vous choisissez d'autres choses, d'autres vœux, puisque surtout je vous recommande de faire plusieurs vœux dans plusieurs écoles d'architecture, mais peut-être aussi dans d'autres domaines qui vous intéresseraient. Et j'en profite, oui, surtout ne pas oublier, donc comme on vous disait, à Bordeaux, il y a les 2 formations, architecture et paysage. Vous pouvez très bien être intéressé par les 2 formations, c'est possible, hein, vous pouvez tenter en tout cas les deux entretiens. Donc ça se fait le même jour, mais bon, on peut vous caler en archi le matin, en paysage l'après-midi, bon ça c'est pas un problème. Mais par contre, surtout dans Parcoursup, il faut bien vous inscrire dans les 2 formations. Il faut pas juste vous inscrire dans l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, mais il y a bien les 2 formations. Donc c'est 2 inscriptions différentes dans Parcoursup. Surtout, et si vous ne voulez vous inscrire qu'à une seule formation, ne vous trompez pas de formation. Parce que tous les ans, il y a des lycéens qui sont intéressés par l'architecture, mais qui s'inscrivent sur la formation paysage. Donc c'est dommage. Donc voilà. Parce que une fois que Parcoursup est fermé pour vous, il est fermé aussi pour nous. Donc on ne pourra pas vous changer de formation après coup. Donc si vous vous êtes planté de formation, c'est fini pour vous. Enfin pour notre formation. Donc surtout ne vous trompez pas. Surtout. Voilà. Donc je passe la main encore à quelqu'un d'autre pour les déboucher.
Ah oui, ah bon, bah, je n'ai pas préparé. Mais je profite juste de très rapidement. Je vais dissiper un mythe terrible que colportent beaucoup de conseillers pédagogiques. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. C'est qu'il faut un bac, il faudrait un bac série S pour entrer en école d'archi. C'est faux. C'est faux et archi faux. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac série S pour entrer en école d'archi. Okay. Bac L, bac ES, et dans l'avenir, ça va devenir encore plus compliqué, mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur la crête de la vague, donc c'est bon. ST2A, les bacs, voilà, il n'y a pas de prérequis de ce genre. Après, c'est vrai, puisqu'il y a des matières qui parfois demandent des exercices de calcul, voilà. Mais ça renvoie à juste un deuxième petit point. J'essaie d'être très bref parce que mes collègues ont besoin de prendre la parole. En fait, ce que nous, on aime, c'est un panachage de parcours. De série bac, de vie, d'expérience. Parce que beaucoup de ce qui se passe dans l'école se passe en groupe, sur des exercices effectués en groupe. Et ce qui est magique, c'est quand on voit en tant qu'enseignant cette alchimie qui se passe entre des gens qui ont différentes cultures, différents parcours, différentes références. Donc c'est très riche et on essaie d'attirer non seulement les bacs série S parce que on trouve que ces doses de L, de ES, de ST, enfin je ne connais pas tous les, ça amène quelque chose. Voilà. Oui, on ne discrimine pas contre les hommes, bien que si vous regardez, on a quand même 68% de femmes en première année, donc je pense qu'on a des efforts à faire. Oui, voilà. Mais évidemment, il n'y a aucune discrimination, même les hommes. Mais de moins en moins, ils arrivent de moins en moins. Donc les débouchés. Très rapidement, évidemment, celui qui vient à l'esprit en premier et encore majoritaire, c'est d'exercer soit en tant qu'architecte de sa propre structure, soit travailler en tant que salarié dans une structure. Donc ça, on appelle ça la maîtrise d'œuvre, hein, et c'est notamment, mais pas seulement, concevoir des bâtiments qui est à partir de 150 mètres carrés, on est obligé de faire appel à un architecte inscrit à l'ordre des architectes. Mais de plus en plus, ou même avant, certaines personnes avec une formation d'architecte vont travailler pour ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Ce sont les commanditaires, les collectivités, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés, toutes sortes d'acteurs qui ont besoin des services d'architectes. Donc c'est bien d'avoir des gens formés comme architectes de ce côté-là, parce que ça tend à augmenter la qualité de la commande, ce qui est important pour déboucher sur une qualité de nos environnements. Après, il y a aussi à d'autres échelles ou d'autres milieux de production de nos environnements, l'aménagement territorial, l'aménagement urbain, l'urbanisme plus spécifiquement, que ce soit réglementaire ou conception urbaine, le design, hein, beaucoup de personnes qui font un diplôme d'architecte s'intéressent à la fabrique des choses, que ce soit une TR ou un bâtiment. Expertise, donc ça c'est sur la base des savoirs, pouvoir intervenir dans certains cas où on a besoin de l'avis expert sur un bâtiment à risque qui fait l'objet d'un différend. Enseignement, évidemment, et recherche, mais ce n'est pas le débouché majoritaire. Ensuite, donc je lis un peu la diapo parce que je ne connais pas ces chiffres très bien. Donc, en termes d'accès, enfin d'insertion, 36% de nos diplômés sont embauchés sans aucun délai après l'obtention de leur diplôme. Cela souvent grâce à ce système de stage où les étudiants, à la fin de leur cursus, ont déjà développé un petit réseau
d'acteurs, agences d'architecture, collectivités, etc. Et dans tous les cas, 81% des diplômés accèdent au premier emploi dans un délai de 6 mois après l'obtention du diplôme. Donc plutôt un bon taux d'insertion. La HMONP. Alors là, oui, c'est Laurent. Bonjour, je m'appelle Laurent Villette, je suis architecte, je suis praticien et enseignant. Et donc, la HMO, on se met comme ça. La HMONP donc, se prend place à la fin des études, après le diplôme. C'est le moment dans l'année, les 2 années, les 3 ans qui suivent le diplôme, où on suit dans l'école une formation de 7 séminaires, à l'heure actuelle, dans lesquels on reçoit un apprentissage qui concerne plus spécifiquement le métier, la partie de la profession proprement dite. Donc ça va recouvrir tous les aspects qui vont être liés à la pratique ordinale. Donc déjà, on est dans une profession réglementée, donc les questions qui vont parler de déontologie de la profession, des questions qui vont parler de cadre réglementaire, de cadre d'exercice dans quel type de société, quel type de mode de fonctionnement pour exercer les missions de l'architecte, avec tous les autres partenaires qui peuvent être concernés, qui vont de l'ingénierie de structure, l'ingénierie de fluide, l'ingénierie d'acoustique, les gens qui font l'éclairage, les personnes qui vont faire de l'urbanisme, enfin bon, tous les acteurs professionnels qui nous entourent pour réaliser nos missions. Donc tous ces aspects sont regardés. D'autres points qui vont concerner plus spécifiquement des aspects liés à l'économie du projet, tous les aspects financiers qu'on va être amené à manipuler qui sont très importants. Les aspects liés à tous les descriptifs écrits, toutes les profusions de pièces écrites qui accompagnent la réalisation des projets d'architecture. Des aspects liés au chantier, c'est-à-dire que les architectes interviennent sur les chantiers, sur les suivis de chantier, afin de s'assurer que les projets dessinés sont réalisés conformément aux intentions initiales. Donc c'est à la fois un contrôle des réalisations, mais également les réglages, les choix définitifs, éventuellement des modifications en fonction des contingences qu'on peut rencontrer, enfin tout un monde également qui est abordé. Et puis également des aspects qui vont être liés à l'accession à la commande, de quelle façon on développe une activité d'architecte dans une activité professionnelle, comment on développe une structure, comment on organise un bureau d'architecte et comment on développe cette activité économique. Et donc ça c'est l'aspect séminaire qui donc fait un balayage assez complet des aspects liés à la profession, au métier. Et cette session d'une année s'accompagne en parallèle d'une mise en situation professionnelle donc dans une agence. Donc la personne qui passe la HMONP est salariée pendant 8 mois, si je me souviens bien, dans une agence d'architecture afin de parfaire son exercice et son expérience professionnelle dans le domaine. Cette formation se conclut par une soutenance qui est un exercice particulier, compliqué parce qu'il nécessite la réalisation d'un mémoire qui donc porte un regard sur la façon qu'on envisage pour exercer sa profession d'architecte. Donc c'est déjà un exercice prospectif sur les années à venir dans ce développement. Et ce mémoire est soutenu de la même manière que le diplôme, mais sur un plan plus professionnel, devant un jury composé d'enseignants pour partie et de praticiens qui ne sont pas du tout dans le champ de l'enseignement et qui valident les capacités du candidat à désormais être architecte pleinement, c'est-à-dire notamment à avoir le droit de signature au-delà de 150 mètres carrés en s'inscrivant à l'ordre des architectes et en étant pleinement architecte. Voilà. J'irai très très vite parce que je pense que j'ai beaucoup parlé déjà. Donc, il y a, comme vous savez, dans l'enseignement supérieur, une activité qui s'appelle la recherche, qui est plus ou moins approfondir et produire les savoirs pour que quelle que soit la discipline ou le lieu d'activité, puisse agir avec plus de compétences et d'efficacité dans son activité. Et donc, ici à l'école, grâce à nos partenaires, grâce à l'inscription de certains professeurs
habilités dans des écoles doctorales à l'université, nous délivrons et nous formons à la recherche et nous délivrons des diplômes de doctorat. Et cela se passe à travers les 3 unités de recherche que la directrice a déjà présentées, qui sont sur l'écran. Et donc c'est un vrai choix d'activité, puisque la recherche c'est pas exactement la même chose que la maîtrise d'œuvre, hein. C'est un autre type d'activité, c'est un autre apprentissage, même si les objets et les sujets autour desquels tourne la recherche sont homologues, sont les mêmes que les objets qui concernent les architectes. Et évidemment, on peut les deux. On peut avoir une partie de l'esprit qui agit en tant qu'architecte praticien et à d'autres moments de sa vie ou de la semaine, avoir une autre partie de son esprit qui agit comme chercheur. Dans tous les cas, l'école offre cette possibilité grâce à l'habilitation de 6 ou 7 de nos professeurs pour encadrer des thèses. Et cela permet notamment de stimuler certains sujets, de stimuler l'enseignement à tous les niveaux avec de la recherche actuelle sur les questions qui taraudent nos disciplines. Et bon, ça prend 3 ans après, normalement, mais beaucoup de doctorants prennent 4 ans. Donc voilà, à nouveau. Merci beaucoup. On va passer aux enseignants qui vont vous montrer un petit peu comment ça se développe, toute ces éléments, avant de passer aux étudiants qui vont nous rejoindre. Et je vous rappelle pour les 2 autres amphis, pas de panique, il y aura la séance de questions-réponses. Des enseignants qui sont tous présents là autour de moi vont venir vous retrouver pour la séance de questions-réponses. Okay. Bonjour à toutes et à tous, donc je me nomme Samuel Rappeau, je suis enseignant-chercheur, j'interviens dans le champ Histoire. Donc c'est l'UE Histoire et Culture Architecturale qui est divisée entre les historiens et les sociologues et les sciences humaines. Alors à quoi sert l'histoire de l'architecture ? Tout d'abord, ça sert à composer une culture architecturale commune et votre propre culture architecturale afin d'enrichir votre pratique. Ensuite, ça sert à interroger l'existant, ce qui vous entoure, le cadre bâti, à comprendre les grands défis auxquels l'homme a pu déjà répondre. Et puis, des fois, on se rend compte que ces défis-là, ce sont parfois déjà des problématiques ou des enjeux qu'on développe aujourd'hui. Donc, des fois, on peut apprendre du passé. C'est évidemment connaître les grands architectes, les grands urbanistes, les grands mouvements artistiques. Et puis, c'est aussi comprendre l'histoire de la théorie architecturale, parfois même aussi l'histoire de l'enseignement de l'architecture, l'histoire des architectes, et puis aussi l'histoire de la construction et l'histoire des techniques. Et puis, l'histoire de l'architecture, c'est déjà une question de curiosité. Donc, c'est cultiver votre curiosité, et puis, comme disait Ken tout à l'heure, développer l'esprit critique. Comme je dis souvent à mes étudiants, connaître le passé, c'est mieux comprendre le présent et anticiper l'avenir. L'architecte doit anticiper l'avenir. Je pense que l'histoire de l'architecture l'aide vraiment à cela. Alors comment se divise l'enseignement de l'histoire de l'architecture ici ? En première année, au premier et au deuxième semestre, on a fait le choix de voir d'abord l'architecture contemporaine, architecture et urbanisme contemporain. Donc d'abord de la fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre, et ensuite de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. En deuxième année, là on est encore plus présent avec vous, puisque y a d'abord un cours de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et ensuite 2 cours combinés, l'un sur l'histoire de l'architecture à la Renaissance, et l'autre sur l'histoire de l'architecture des temps modernes, plutôt orienté sur la France. Et puis, toujours en deuxième année, on a un exercice que les étudiants aiment bien souvent, un TD d'analyse architecturale, analyse historique et technique. C'est un binôme d'enseignants, historiens et praticiens, donc architectes, qui encadrent des petits groupes d'étudiants. Chaque petit groupe doit étudier une architecture, donc on a une thématique chaque année. Donc ils doivent étudier
un nouvel édifice, sous le regard de la documentation, mais aussi de l'étude technique, du dessin. Donc là, il y a beaucoup de dessins. À la fin, il y a une restitution de cette analyse architecturale sur des planches, en maquette, et puis une petite exposition en public. C'est toujours un moment agréable avec les enseignants, le public, et évidemment les étudiants. Et ensuite, en troisième année, il y a un petit rapport, une initiation à la recherche au dernier semestre de troisième année. Et donc ça, ce sont les historiens et quelques plasticiens aussi qui encadrent cette initiation à la recherche. On va faire un mémoire, c'est un gros mot qui est lourd de sens, mais un tout petit mémoire à la fin donc, du cycle de licence. Et après, dans le cycle master, là, les historiens de l'architecture ont un séminaire de recherche dans lequel les étudiants peuvent s'inscrire. Il s'appelle Héritage, avec à la fin un S entre parenthèses. C'est un clin d'œil au mot anglo-saxon, qui se rapproche de notre définition patrimoniale en français. Et donc là, les étudiants doivent réaliser un mémoire de recherche autour là d'une problématique souvent patrimoniale. Alors ça peut être sur de l'ancien, mais aussi des problématiques très récentes sur le développement durable ou autre. Il n'y a absolument aucun souci, l'intervention sur l'existant. Ce sont des choses qui nous intéressent beaucoup. Donc là, les enseignants sont là pour les orienter dans leur lecture, dans leur recherche, dans leur méthodologie. Voilà. Et puis sinon, on fait plein de choses, plein d'autres choses. On organise aussi des cycles de conférences avec nos collègues historiens d'architecture à l'université. Cette année, il y a eu une petite parenthèse, mais ça va reprendre. Et puis voilà, nous-mêmes, on fait du repérage sur les expositions, sur plein de choses qui se fait dans l'agglomération. Et puis on conseille, on aiguille nos étudiants. Enfin voilà, on est là pour vous, quoi. Merci Samuel. Ouais. Bonjour. Donc nous allons vous parler d'un des fondamentaux de la formation des architectes qui est... C'est parti. Hop, on vous a préparé un petit diaporama parce que comme on va vous parler d'image et des arts, ça nous semblait... 5 minutes, pile. Pile, pof, vous pouvez compter. On va pas dépasser. C'est parti. Ouais. Voilà. Et donc l'enseignement dont nous parlons est regroupé sous l'intitulé exprimer, expérimenter. Il faut comprendre que on va parler d'ailleurs surtout essentiellement de ce qui se passe au niveau licence. C'est une particularité peut-être française et encore plus hyper particulière à l'école de Bordeaux, c'est la place des arts et la place de la représentation. On comprend bien que cette question de la représentation, elle est fondamentale et on essaye de la faire vivre au niveau d'une conception, c'est-à-dire c'est un instrument de conception, la main pense, hein, d'accord. Le dessin permet de désigner avec une grande précision une idée, d'accord, qui veut dire forme visible en fait, hein, étymologiquement. Donc la part de l'expérimentation et de l'expression dans ce cycle de licence est absolument essentiel. Nous, on parle au nom de 16 enseignants, donc vous voyez le poids des enseignants en nombre dans les enseignants de l'école, mais on ne représente qu'une partie limitée de cet enseignement. Je passe la parole à ma collègue. Donc bonjour, donc je me présente, je suis Fabienne Darico, je suis architecte, j'ai été formée dans cette école il y a très très longtemps et donc j'enseigne dans cette unité d'enseignement qui s'appelle Exprimer, Expérimenter, qui a comme particularité justement de mêler des gens qui sont architectes, infographistes, plasticiens, vidéastes, graveurs, sculpteurs. C'est nous qui allons accueillir les étudiants, les jeunes là, qui vont être choisis tout de suite. Ce qui est génial dans ces études, moi je sors d'une section littéraire. J'ai fait 2 années de droit avant d'avoir droit à rentrer à l'école d'architecture. C'est juste le bonheur, quoi. C'est un moment où tout de suite, on nous dit tout de suite, allez-y, quoi. C'est pas du tout pendant 2 ans, on va vous apprendre, et puis après, vous allez avoir le droit de commencer à penser, imaginer. Tout de suite, vous montez sur le vélo. Tout de suite. Nous, on est les petits trous, on est très exigeants. On demande du travail, on demande de la présence, de l'énergie. Il y a plein de choses que vous ne savez pas encore. On est là pour vous l'apprendre. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est des gens qui vont être nos partenaires dans les ateliers. C'est-à-dire des gens qui vont amener leur travail sur lequel on va pouvoir réagir. C'est ce qui va vous changer du lycée, vous changer la vie. C'est qu'il ne s'agira pas de recracher quelque chose, mais d'amener, c'est à partir de ça qu'on travaillera, quoi.
Donc je vous invite à venir avec nous. Mais je vous dis tout de suite, c'est beaucoup de travail, mais c'est juste de la passion, quoi. Donc je ne peux pas vous garantir que demain vous aurez un travail, quel travail vous aurez, combien vous gagnerez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, là je m'adresse aux parents, vos enfants, vont commencer à devenir bizarres, vont regarder des choses étonnantes, vont s'intéresser à des choses totalement improbables. Mais c'est comme ça, quoi. Et c'est pour la vie, quoi. Ça, c'est sûr, c'est pour la vie. C'est pas le bon. Non. Non. Non, ça a failli marcher, parce qu'en fait, il y a une petite vidéo derrière, parce que ça venait, on va vous la mettre, ça venait illustrer l'idée que l'on est multimédiatique. Donc moi, par exemple, je suis cinéaste et j'ai aussi découvert dans cette école il y a un lien très profond par rapport entre le cinéma et l'architecture. Ce travail spécifique, la question, au fond, ce qui a été évoqué jusqu'ici et sous diverses formes, c'est aussi la question du projet, c'est-à-dire que comment on mène un projet. Hein. Et finalement, mener un projet, on pourrait aussi le décliner dans un certain nombre de métiers, de pratiques, d'accord ? Mais cette question du projet, pour nous, et c'est comme ça qu'on essaye de l'enseigner, elle est vraiment liée à ce travail de conception. Et cette conception ne se dévoile qu'à travers la forme produite, d'accord ? Donc on est comme ça sur un fil très fin dans la relation aux étudiants et qui, voilà, en tout cas, moi je peux dire que j'ai un plaisir infini à enseigner et que cette pratique du projet d'architecture et de l'enseignement du projet d'architecture a infléchi largement ma pratique de cinéaste par ailleurs. Donc il y a une espèce de retour très dense, voilà. Donc on vous laisse regarder la fin de ce petit film qui est un travail qui illustre un projet d'architecture. Attention. Qui mêle documents techniques et documents graphiques. En fait, il est très précis, il est assez exemplaire, ce film. Je l'ai un peu accéléré pour rentrer dans les 5 minutes, en fait. Mais en même temps qu'ils font ça, ils font des ateliers de projet, ils font de l'histoire, ils font de la recherche, ils font de la construction, en même temps. C'est dire l'énergie qu'ont les étudiants en architecture quand ils se mettent à travailler. Là, c'est les circuits de l'eau, on vous a compris. Ça les verse en 5 minutes. Est-ce qu'on va parler vite ? C'est ton fichier. La particularité, c'est qu'il est fait image par image sans instrument numérique, en fait. Hein. C'est vraiment une film d'animation à l'ancienne. Voilà, c'est fini pour nous. Merci de votre attention. Alors pour ma part, je vais vous présenter, pour reprendre le mot de Ken Fitzsimons qui évoquait l'architecture, la gravité de l'architecture. Moi, je vais plutôt parler de la gravité et l'architecture, c'est-à-dire la gravité universelle, qui est ce contre quoi lutte l'architecte pour arriver à ériger cette voûte qui nous surplombe afin qu'elle ne tombe pas par terre, quoi. Et donc tout le rôle de l'architecte, c'est de créer des bâtiments qui intrinsèquement sont dessinés, mais surtout sont construits. C'est-à-dire leur but, leur finalité, c'est d'être des constructions qui vont tenir debout, qui vont être réalisées avec des technologies constructives, avec des matériaux, avec des systèmes, qui vont faire que l'architecture est pleinement exprimée. Et ça, c'est pas l'architecte qui va le faire, c'est-à-dire l'architecte, lui, va le dessiner, on va dire. Les entreprises vont le construire. Et
Toutefois, pour pouvoir construire cet édifice, il faudra bien que l'architecte ait des connaissances de cette construction afin de pouvoir la diriger, organiser ce chantier, cette construction. Donc l'UE construire s'étend donc sur toutes les années, bien évidemment, et va vous proposer une évolution, une démarche évolutive depuis les éléments fondamentaux, les éléments élémentaires de l'apprentissage des techniques constructives, des matériaux, des ambiances, pour aller vers des élaborations beaucoup plus complexes, notamment au service des projets que vous allez dessiner, afin qu'ils soient des futurs bâtiments dans lesquels on pourra habiter. Alors, quelques exercices que j'ai retenus, cet exercice qui prend place en deuxième année et qui était un travail du coup sur le matériau lui-même, c'est-à-dire le moment où on n'est plus en train de manipuler des maquettes, des dessins, des images, des textes, des objets, on va dire indépendants de l'architecture, enfin parallèles, on passe dans le matériau même, c'est-à-dire qu'on va proposer aux étudiants de travailler sur la manipulation de la matière, ce qui va vouloir dire déjà la fabriquer, cette matière, à partir de plusieurs composants. Si on parle d'un béton, il va y avoir du sable, de l'eau, du ciment, trouver les dosages, d'arriver à fabriquer une substance qui va être susceptible de se solidifier pour devenir une matière constructive. Cette matière, dans le béton, elle va devoir nécessiter un moule, c'est-à-dire un autre objet construit pour l'occasion, afin de pouvoir donner forme à ce liquide, à cette pâte que le béton, afin de produire une forme. Cette forme va sécher un certain temps, donc il va falloir observer le temps que ça prend afin que cette transformation se produise, pour arriver à la fin à un événement, à une expérimentation qui est toujours très intéressante, qui est de confronter l'objet à la gravité, et le moment où va-t-il tenir, ne va-t-il pas tenir. Et donc là, c'est toujours cette expérimentation qui va être d'éprouver le matériau, de voir à quel moment il cède, à quel moment ce matériau va rompre sous l'effort. Et donc on va monter sur ce toit, un étudiant, 2 étudiants, 5 étudiants, parfois 15. Parfois ça ne casse pas. Parfois ça casse. En tout cas, on éprouve ce moment où la matière construite, cette architecture, rompe. C'est-à-dire jusqu'où on peut la pousser pour qu'elle tienne debout, quoi. Et donc tout l'art de l'architecte va être de manipuler ces matériaux, soit dans des usages qui vont être, on va dire, ordinaires, c'est-à-dire des choses qui n'incitent pas à être dans un concours, dans un exploit, mais parfois on va aussi chercher des formes qui ne sont pas faites d'avance, ne sont pas construites d'avance, pour lesquelles il va falloir travailler avec d'autres partenaires, des ingénieurs, des entreprises, afin de pouvoir parfaire le projet au regard des techniques constructives. Donc l'école, dans ces premières années, va approcher de ces notions, c'est-à-dire prendre par le menu les différents matériaux qui sont les matières premières de la construction de l'architecture, va permettre d'explorer également les systèmes constructifs qui découlent de ces matériaux, qui sont déjà l'application de ces matériaux combinés entre eux afin de produire des formes architecturales construites. Et puis un autre aspect, parce que l'architecture est habitée, qui va être lié au confort, c'est-à-dire des notions qui vont rappeler les questions liées beaucoup plus spécifiquement au corps, au sens du corps, donc la question qui va être celle de l'air, des températures qui sont mises en œuvre dans les édifices, des questions de renouvellement d'air afin qu'on puisse finalement respirer quand bien même on est 300 dans un amphithéâtre pendant 2 heures, des questions d'acoustique afin de pouvoir s'entendre dans un certain confort, des questions d'éclairage artificiel qui est omniprésent dans les édifices désormais, toutes ces notions d'ambiance qui vont accompagner les aspects purement constructifs. Alors tout ce travail va également s'accompagner de documents qui vont être spécifiques, qui vont être les documents de transition entre le projet d'architecture et sa construction, qui vont être des plans codifiés. Tout ce monde des plans qu'il va falloir apprendre, il va falloir connaître par cœur afin de se déplacer entre une architecture qui est vouée à être dans 3 dimensions, à être en volume, mais qui est représentée dans des documents qui sont en 2 dimensions. Et tout cet apprentissage de passage entre ces documents va se faire, notamment ici dans le champ de la technique pour le coup, parce que ces documents vont intégrer dans leur dessin, on va passer d'un stade d'une ligne à un stade où cette ligne représente un matériau, représente un système constructif, représente une réponse à la contrainte de la gravité, afin que cet édifice tienne debout. Alors sur la deuxième partie, donc ça évidemment tous ces plans vont se parfaire dans la confrontation avec le projet d'architecture, notamment sur les années, en deuxième année, en troisième année et encore davantage dans le master. Dans cette partie du master, on va commencer également à aller voir ce que c'est dans le réel, c'est-à-dire cette fabrication du projet d'architecture, ici dans des visites de chantier qui sont organisées avec des étudiants
en fin d'études, où on va sur des chantiers qui sont en cours dans la métropole et on explore l'édifice en cours de construction, on rencontre les entreprises, on se confronte aux détails constructifs qu'on voit encore avant que viennent les dernières couches, ce qui fait qu'on voit encore l'intérieur, ce qui est le squelette, ce qui est caché derrière les parois qu'on voit à la fin, afin de bien en comprendre l'intégrité constructive. Et puis pour finir, c'est l'occasion, l'école donc a participé à un concours international qui s'appelle le Solar Décathlon, et pour lequel les étudiants qui étaient engagés ont fini 3e, c'est-à-dire 3e sur une compétition où 60 projets étaient en lice au départ. 15 projets ont été présentés à Dubaï, donc dans une mise en situation en échelle 1, c'est-à-dire que les étudiants ont construit cet édifice et qui ensuite a été mis en compétition afin d'attribuer des prix, et l'école d'architecture de Bordeaux a terminé 3e. Ce concours est tout particulièrement dirigé sur les questions de performance des bâtiments au regard des éléments climatiques et de prise en compte de ces questions de confort notamment. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, je vais essayer d'être aussi rapide que Laurent, je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai plus d'images que je vais sans doute faire défiler assez vite. Certaines images, de toute façon, vont par couple ou par trio. Donc là, je suis Laurent Gouillou-Beauchamp, architecte praticien, comme Laurent, et enseignant à l'école d'architecture depuis 2006. Et comme Fabienne, j'étais aussi ici il y a longtemps, je ne sais pas si c'était la même période. Voilà, et je suis revenu sur mes traces. Donc là, moi, je suis enseignant dans le champ qui s'appelle Ville, Territoire et Paysage. Donc je vais vous parler essentiellement de cette partie-là, de ce qu'on essaye de vous apprendre, enfin ce qu'on vous apprend, on n'essaye pas, on y arrive en général. Et donc je vais l'illustrer par des travaux d'étudiants essentiellement, ou des mises en situation d'étudiants dans des parcours, etc. Et je vais commencer par cette image. C'est un exercice que j'ai fait l'année dernière pour la première fois. L'idée de proposer à des étudiants dont j'ai remis des images totalement abstraites, des dessins, des morceaux de peinture écaillée, etc. Et je leur ai demandé de considérer ces images comme des paysages, comme des territoires, avec des traces, des lignes, et de reconstituer des volumes, des espaces à partir de ce paysage. L'idée étant effectivement, dans cet enseignement, enfin c'est une des idées, celle que en tout cas je propose de pousser, c'est que le projet se fasse à partir du paysage. Donc il y a plusieurs modes d'enseignement, plusieurs moments d'apprentissage du projet. Vous l'avez vu dans ce qui vous a été présenté. Je pense que ça vous sera encore complété tout à l'heure. Mais dans cet exercice en particulier et dans tout le VTP, l'idée c'est de bien faire prendre conscience aux étudiants de l'importance du territoire, du contexte, du paysage, et de voir comment ce paysage doit amener le projet à se construire. Et ensuite, je vais expliquer comment on fait dans cette pédagogie pour comprendre ce territoire. Donc voilà un des exemples d'un travail d'étudiant qui a pris cette image proposée et qui l'a transformée dans son esprit comme un paysage de vignoble, et qui à partir de là a imaginé de manière totalement abstraite sur ces lignes-là, a imaginé un volume dont la fonction n'est pas précisée. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en même temps, il a imaginé non seulement le volume à partir des lignes du paysage, mais il a redonné à partir de son projet ce que le paysage lui a donné. Donc ça, c'est une formulation que j'utilise beaucoup. L'idée, c'est de tirer ce que j'appelle tirer les ficelles du paysage pour petit à petit voir le projet se construire par parois, par plaques, etc. et constituer un volume. Et ce volume étant établi, ce volume doit redonner au paysage ce que le paysage lui a donné, lui redonner des lignes, des chemins, des murailles, etc. Ça, c'est sur la même image qui a été choisie, que vous voyez en haut à droite, une autre étudiante qui a fait le même travail, mais qui a produit quelque chose de tout à fait différent. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, à partir d'une même image, deux étudiants vont proposer des exercices tout à fait différents. Donc tout ce travail du VTP, il commence essentiellement par le terrain. Donc on amène les étudiants à parcourir la ville en premier semestre S1 de première année,
C'est ce que vous voyez ici au bassin à flot. Ici, on est à la limite entre la ville et le monde rural. Enfin, on est encore dans l'agglomération, on est à Lormont et on peut dominer la ville, on a des vues très importantes. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Traverser la Garonne d'une part et voir la ville de loin pour avoir cette appréhension visuelle de la ville. On les amène aussi dans des lieux souvent assez peu, dans des lieux ou même des villes comme ici à Lormont, assez peu visités. Et c'est toujours pour les étudiants une grande surprise. Et on les amène aussi beaucoup plus loin, à l'extérieur de Bordeaux. Ici, c'est à Parentuire, je crois, ou non, à Blanquefort, pardon, la vallée des Jalles, avec les étudiants chinois, justement, qui sont invités. Ensuite, les étudiants reviennent à l'atelier. Là, on les voit présenter les petits exercices que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, il y a un gros travail, on vous l'a dit tout à l'heure, un gros travail de personnel, enfin, un personnel qui est fait en dehors de l'école, mais aussi à l'atelier. Il n'y a pas que des cours, il y a vraiment un investissement personnel de travail à l'atelier avec ou sans les enseignants. Souvent avec les enseignants. Ça, ce sont des petites illustrations de ce que les étudiants restituent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont perçu dans les paysages, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. Alors, c'est les impressions, mais c'est aussi les impressions par rapport à des objectifs, par rapport à des intentions déjà de projet ou d'approche analytique du territoire. Donc je ne m'attarde pas sur ce qu'ils ont mis en avant, vous le comprenez plus ou moins, hein, les horizons, les lointains, les points spécifiques. Ah, il doit y avoir une image qui est un peu lourde. Voilà. Donc la restitution se fait aussi par le dessin. Il y a un gros travail de dessin qui est demandé. Alors les dessins sont tout petits. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de redécouper tous les panneaux. Je l'ai fait un peu en partie, mais pas complètement. Mais vous devinez quand même certains dessins qui sont d'ailleurs très lisibles en bas à gauche. Ce sont des dessins qui sont souvent entre guillemets maladroits, qui sont pas des dessins très bien construits, mais très souvent ces dessins-là sont aussi extrêmement expressifs. Quand on voit les dessins très contrastés, on voit les horizons des quinconces, les horizons sur le pont de pierre, etc. L'idée étant pas tellement de parler d'architecture, même si elle est très visible, mais de parler des espaces urbains. Alors comme là on est en S1 et donc en pleine ville, évidemment l'architecture est très présente. La même chose avec une autre équipe, donc je passe assez rapidement, c'est pas pour m'attarder sur les détails des dessins, mais vous voyez quand même c'est très très varié, et comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes là pour apprendre, vous n'avez pas forcément toute la capacité, c'est normal. Et donc vous apprenez. Il y a le travail de maquette, restitution du territoire en maquette, donc ça c'est plutôt sur le S2 déjà. Donc voilà, c'est semestre 2, pardon. Semestre 2, donc en première année, fin de première année. Donc c'est aussi l'expérimentation de la maquette, la manière de représenter, mais aussi de trouver des matériaux pour exprimer la forêt, les vignes, les zones urbanisées, etc. Un travail d'analyse, donc là on commence à travailler pour la présentation qu'on va faire ensuite aux enseignants. Travail d'analyse, de décryptage. Donc là on doit être en S1 aussi. Donc vous voyez, c'est des étudiants qui ont 4-5 mois à l'école et qui savent déjà, qui apprennent à faire ces travaux d'analyse, de décrypter le végétal, les zones urbaines, le bâti, les parcellaires, toujours avec des dessins qui illustrent aussi la perception du site. Là, on est sur la place Saint-Michel. Pareil, première année, comprendre qu'est-ce que c'est que les constituants de la ville. Encore une fois, le parcellaire, les îlots, toute cette connaissance, cette compréhension de ce qui constitue la ville et qui, pour la plupart d'entre vous, n'est pas vraiment intégrée parce que vous vous promenez dans des espaces urbains, vous les pratiquez, mais vous n'avez pas ce recul aussi qui est essentiel avec la cartographie. Bon, j'insiste beaucoup, moi, sur l'utilisation de la cartographie, les plans, etc., qui permettent à l'échelle d'une ville d'avoir une vision globale et de pouvoir la déconstruire. En fait, on va déconstruire les éléments de la ville pour mieux les comprendre. Là, on passe dans la phase de présentation quand on a fait tous ces travaux. Donc, il y a une présentation orale à chaque fin de semestre. Les étudiants présentent tout leur travail. Et là, je vais passer assez rapidement sur quelques documents, vous voyez, qui sont finalisés. Là, on doit être en S2 ou S4, probablement S4. J'ai pas encore tout mémorisé là, je crois que ça doit être S4, oui. Non, pardon, excusez-moi, S2. Donc ce qu'on voit apparaître ici, on voit très nettement la décomposition du parcellaire, du bâti, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réseaux viaires, etc., l'hydrographie. Donc toujours pareil, déconstruire pour mieux comprendre. En haut, vous avez une analyse historique. Toujours pareil, comment décomposer pour ensuite à gauche le terrain, à droite les premières propositions. Et je finis sur ce document en 4 pages, on est en S4, là, donc fin de deuxième année, où les étudiants avaient à analyser un territoire pour essayer, en fonction des caractéristiques du territoire, de faire des propositions d'intervention qui ne sont pas forcément
de l'architecture, mais l'utilisation d'un territoire pour valoriser ses spécificités. Donc vous voyez toujours ce travail d'analyse. Là, on revient sur des coupes beaucoup plus représentatives qui tient compte du relief, des caractéristiques du terrain, et qui se termine par un plan général qui permet de voir comment on intervient sur ce territoire. La conclusion, je termine sur cette image que j'ai trouvée sur Pinterest, mais qui, je pense, illustre bien le projet, c'est de voir à travers ce semestre-là, cet enseignement-là, pardon, comment le territoire et l'architecture sont intimement liés, comment l'architecture est produite par le territoire et comment elle-même peut produire du territoire en retour. Et j'aime bien cette idée que voilà, le territoire, le paysage va aider l'architecte à concevoir, et ce projet d'architecture de l'architecte va permettre de reconstituer, de redonner de la qualité au territoire. Voilà. Je vais me mettre il faut parler dans les deux micros, c'est ça? Oui. Bon. Alors, bonjour, je m'appelle Aline Rodriguez-Lefort, je suis architecte de formation. Je pratique l'architecture dans une coopérative dont je suis associée et j'enseigne dans cette école depuis 5 années maintenant, dans le champ TPCAU, donc théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Et moi, je voulais vous parler plus précisément, ou en tout cas brièvement quand même, de l'atelier de projet. Alors, j'ai choisi pour ça de vous présenter comme ça en fond et en déroulé, vas-y, des projets, ou en tout cas des dessins, des maquettes, des travaux d'étudiants du début. Semestre 1, semestre 2, donc la licence 1, la première année, et de la fin, le master M1, M2, ce sont les semestres 7, 8 et 9, juste avant le projet de fin d'études. Parce que j'enseigne dans ces deux extrémités, comme ça, au commencement, à la fin, un petit peu au milieu depuis l'année dernière, et parce que voilà, ça vous permet de visualiser un peu les travaux qui se font dans l'atelier de projet. Alors un atelier de projet, c'est quoi ? Comme disait Fabienne tout à l'heure, en entrant à l'école d'architecture, c'est une autre histoire qui commence par rapport au lycée, ça c'est sûr. Une autre histoire parce que soudain vous allez aborder une discipline, la discipline architecture, qui est une discipline très particulière parce que bien sûr, elle se fonde sur de la culture de connaissance, mais elle nous engage dans la culture de projet. Et la culture de projet, c'est quelque chose qui a à voir avec la proposition, l'invention. Un architecte, c'est quelqu'un qui invente des lieux, qui avec des outils, va proposer la formulation de lieux, les lieux qui sont destinés à abriter les activités humaines. Et pour travailler cette chose très complexe, eh bien, l'atelier de projet va être l'endroit qui condense, dans lequel on ramène un peu toutes les autres disciplines dont mes collègues vous ont parlé, mais pour mélanger à cet endroit-là, dans un rendez-vous hebdomadaire que vous aurez avec un enseignant de projet qui est un architecte, mêler tout ce savoir, cette pensée et le faire. En fait, c'est vous qui allez faire et formuler avec des outils conceptuels, des outils graphiques, des outils manuels, de la maquette, du dessin, du grand dessin au fusain, mais du dessin très précis, en géométral, du plan, de la coupe, de la façade, de la photographie, de la vidéo, tout ça pour formuler des espaces. Parce que la question de l'architecture, évidemment, c'est celle de la singularité de l'espace architectural. L'espace architectural, c'est un espace qui est un espace contenu. Laurent en a parlé tout à l'heure, contenu par la matière, cette matière à gravité, cette matière qu'il faut apprendre à faire tenir. Et cet espace contenu,
il a une spécificité, il se pense, il se dessine, il se calibre, il se formule, et c'est ça que vous allez faire en atelier de projet. Donc voilà, enfin l'espace architectural, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Alors on va le faire progressivement. Dans l'école, on le fait progressivement, du semestre 1 au semestre 10, avec évidemment un niveau de complexité complémentaire à chaque semestre, à chaque exercice qu'on va vous proposer. Et comment ça se passe? Ça se passe qu'en fait, il y a une équipe, la promotion, qui est d'environ une centaine d'étudiants, va être divisée en 6 groupes d'une quinzaine à 15 à 18. Et chacun de ces groupes va se retrouver de manière hebdomadaire dans l'atelier avec un enseignant référent, et avec cet enseignant mettre en œuvre des éléments, des paramètres, du plus simple au plus compliqué dans le temps, bien sûr. Le nombre de paramètres va croissant jusqu'au PFE, jusqu'au projet personnel de fin d'études. Voilà, donc en première année, ça va être, on va commencer par des exercices très simples. Comment on contient l'espace avec une paroi, avec 2 parois, avec 3 parois, avec un couvert, avec de la partition. Et ensuite, on va passer en semestre 2 à aborder des situations, des lieux, comment, petit à petit, cet espace qu'on formule un peu in abstracto, il devient situé, parce que une architecture, ça prend toujours lieu quelque part. Et comment on aborde un territoire, comment on commence à situer cette spatialité qu'on définit en atelier. Et ensuite, en deuxième année ou en troisième année, on va amener beaucoup plus loin la question de l'usage, parce que l'architecture, au-delà du fait d'être édifiée, d'être cet espace singulier qui est construit, eh bien, elle a vocation à être habitée. Tout à l'heure, Kent le disait, être habité en commun. Donc, comment petit à petit l'usage et la complexité d'usage vient. Et puis en troisième année, on va complexifier la notion d'échelle. Comment on passe d'un projet petit, moyen à quelque chose de beaucoup plus grand, complexe, qui interagit avec la ville, et ainsi de suite. Je sais pas, je pourrais dire plein d'autres choses, mais on m'a demandé de parler quelques minutes, donc voilà. Je me tiens à votre disposition dans un des ateliers, qui est le lieu du rendez-vous hebdomadaire tout à l'heure, s'il faut répondre à des questions précises. Merci. Merci de ces présentations. Les étudiants sont là pour vous dire comment ils vivent tout ce que l'on vous a raconté là, pour vous parler rapidement. On a pris pas mal de retard, hein. Rapidement du bureau des étudiants. Venez vous installer. Voilà, et ils répondront. Et donc après, on pourra, nous, on a le temps de déborder. J'espère que vous n'êtes pas trop contraints par le temps, vous, de votre côté, pour répondre à toutes vos questions. Donc les enseignants, voilà, vont dans les amphis pour le jeu de questions-réponses. On en garde quelques-uns ici aussi. Et les étudiants se préparent. Nos signals. C'est bon. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, en fait, on est. Moi, je m'appelle Léo. Lui, c'est Thomas. On est les représentants de L1. Donc, on va vous parler de notre expérience du premier semestre d'architecture. Pour ma part, en fait, j'ai déjà fait d'autres études avant. Donc j'ai fait 2 années d'IUT biologie, le truc qui a aucun rapport avec l'école d'architecture. Voilà. Ensuite, je suis parti 1 an à l'étranger, et après, en fait, j'ai proposé ma candidature à l'école d'architecture. Et si je suis là aujourd'hui, c'est du coup pour vous en parler. Je veux juste faire un commentaire là-dessus pour vous dire qu'au final, en fait, dans l'école, on sort pas tous du bac, chacun a son expérience, et du coup, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Et du coup, je vais vous laisser parler de Thomas, de ce qu'il a fait juste avant d'arriver ici, voilà. Donc moi, j'étais en bac professionnel assistant d'architecte, et je suis allé directement en école d'architecture.
Et donc, c'est tout. J'étais un peu dans la branche de l'architecture, donc j'ai un peu d'expérience. C'est un grand mot, mais bon. Je pense qu'on va laisser. Du coup, pour continuer, pour vous parler un peu de notre petite expérience dans l'école d'archi, pour vous dire déjà, premièrement, il y a quand même beaucoup de charges de travail. Faut pas croire que c'est insurmontable. Faut juste être organisé. Mais en même temps, on va pas vous dire non plus que c'est tranquille, donc on va pas vous cacher la vérité. Après les cours, ça se passe très bien. Faut savoir que moi, ce qui m'a marqué, la première chose quand je suis arrivé à l'école, c'est l'ambiance de groupe et de solidarité entre les personnes. Parce que même si on est en première année, vous verrez, il y aura des parrains et des marraines qui sont attribués à chaque élève. En plus de ça, il y a le BDE qui vous parlera aussi un peu de l'organisation de l'école. Mais tout ça, en fait, ça contribue un peu à une solidarité entre chaque promo. Et vous serez du coup amené à parler avec des troisième années, des deuxième années, peut-être un peu moins les masters parce qu'ils sont un peu moins là. Mais au final, les parents qui s'inquiètent pour leur fils ou leur fille qui vont quitter un peu le cocon familial, ils seront bien accueillis dans notre école. Donc faut pas se faire de soucis à ce niveau-là. Après, pour tout ce qui est des cours, on vous a parlé du projet juste avant. Donc pour le premier semestre, c'est un peu la grosse partie du semestre, c'est-à-dire que vous allez faire des maquettes toutes les semaines, vous allez avoir des dessins techniques à rendre, des choses comme ça. Vous aurez aussi l'ATR, c'est la première partie que vous allez faire quand vous allez arriver à l'école d'archi, ça s'appelle les semaines intensives, vous allez faire ça pendant 2 semaines. Après, il y a la VTP aussi qui prend pas mal de temps. La VTP, c'est ville, territoire et patrimoine. Donc là, et paysage, pardon, excusez-moi. Et là, ça vous permet d'appréhender un peu plus le territoire et de comprendre un peu mieux l'intégration d'un bâtiment dans le lieu. Et en fait, il y a plein d'autres matières après qui vont graviter. Ouais, la structure. Ouais, la structure. Et il y a la structure. Enfin, il y a plusieurs d'autres matières comme ça. Et en fait, tout s'embrique un peu dans l'autre. Et en fonction des matières que vous allez avoir, en fait, vous allez être plus ou moins en groupe, plus ou moins avec de nombre de personnes. Et du coup, en fait, dans certaines matières, en projet, vous allez être à 16, 17 personnes, ça dépend. Dans d'autres matières, vous allez vous retrouver avec des groupes de 2-3 personnes. Et au final, en fait, vous serez jamais avec les mêmes personnes. Donc, vous allez voir, vous allez rencontrer vite du monde. Et ça va bien se passer. Ça va être cool. Voilà. Ouais. Et du coup, je laisse parler le BDE, c'est bon? Ok, voilà. Bonjour, alors nous c'est Delta, le bureau d'étudiants de l'école d'architecture. Moi je m'appelle Raman, je suis le président de BDE et je suis en 2e année d'architecture. Bonjour, je m'appelle Zoé et je suis aussi en 2e année. Je suis trésorière du BDE de cette année. Donc nous, on s'est présenté au début de l'année, donc il y a plusieurs équipes qui se présentent. Ensuite, il y a la campagne, il y a des votes et tout ça. Et nous, cette année, on a gagné. Et donc, le principe de BDE, comme on voit, en fait, il y a beaucoup de travail à l'école. Donc, le principe de BDE, c'est décompresser les étudiants. On fait, par exemple, les repas. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour faire à manger chez nous. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez mangé ici. C'est nous qui l'avons fait ici. C'est moi qui a fait la soupe, elle a fait les quiches. Voilà. Pas que nous, enfin, une équipe de 25 personnes. Voilà. Donc, il y a aussi le BDE de sport. En fait, en gros, on a des pôles. Pôle sport qui fait certains sports parce que malheureusement encore dans les formations d'architecture en France, il n'y a pas encore le sport qui est compris dans la formation. Donc, dans chaque école, il y a le BDE qui s'occupe du sport. Il y a des compétitions qu'on fait au niveau national. Les archipiades, donc on va aller jouer par exemple contre d'autres écoles d'architecture. Il y a aussi les gens qui font de la musique dans cette école, donc le BDE s'occupe de mettre en valeur leurs compétences. Donc on fait des concerts, ils viennent jouer, tout ça. On a des instruments pour faire la musique, de piano, de la batterie, tout ça. On fait certains after-work pour oublier un peu les études, pour discuter d'autres choses. Et les after-work, tu veux expliquer? Je sais pas si vous savez, enfin oui sûrement, mais en fait dans l'école on va organiser après les cours des moments de détente, on va mettre de la musique, on va se retrouver tous ensemble et c'est l'occasion de faire du sport comme vous avez pu voir et de se retrouver tout simplement. Des fois il y a des thèmes,
Par exemple, on a fait Halloween, on a fait Noël, on a fait soirée 80. Soirée années 80. Enfin, tout est un bon prétexte pour se retrouver. Le BDE va être aussi là pour organiser le week-end d'intégration. Ainsi que d'autres soirées plus importantes et va être présent aussi pour un poste très important qui est la coopérative de l'école. En fait, je sais pas si vous avez vu à l'intérieur de la pyramide, il y a un petit kiosque avec en fait du matériel pour les étudiants. Et c'est de la revente en fait pour les étudiants, que ça va être du carton, la colle ou au stylo, au sac, tout ce qui peut être utile. Et ce sont les étudiants du BDE qui organisent ça tous les jours. Tous les midis, on a des permanences pour pouvoir assurer la vente de matériel à prix bien plus intéressant pour nous. Voilà, puisque c'est quand même une grande part du budget le matériel. Mais voilà. Je sais pas si. Et des fois, on fait des événements avec d'autres écoles. Par exemple, cette année, on avait eu une visite, un voyage à Paris avec l'atelier d'architecture. Donc, ce qu'on a fait, on a contacté d'autres écoles d'architecture. On est parti faire connaissance avec eux. On a fait un afterwork chez eux et tout ça. Et des fois, il y a des autres étudiants qui viennent, par exemple de l'ingénierie, parce qu'il y a plusieurs formations en master. Donc, pareil. Et ensuite, quoi d'autre? Et là, par exemple, on travaille sur un grand projet cette année, qui est l'EcoCop, qui est là, avec des assiettes, je sais pas si vous avez vu. Donc nous, notre but, c'était de réduire les déchets dans cette école. Parce qu'on sait, dans une école d'architecture, on utilise beaucoup de carton déjà, donc dans toutes les écoles. Donc c'est ce qu'on commence d'essayer de faire, c'est de réduire déjà les déchets de plastique, les gobelets, les assiettes et tout ça, les couverts. Et ensuite, là, on commence de faire des bennes pour mettre du carton qu'on a déjà utilisé et qu'on puisse utiliser pour les maquettes d'études, en fait. Voilà, c'est un grand projet qu'on a envie de mettre en valeur dans notre école et j'espère qu'on y arrivera. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Je pense que c'est tout. Voilà. Après, la musique, le sport. Il y aura peut-être des questions. Là, on est là pour répondre à vos questions aussi, par rapport même des études. Merci beaucoup aux étudiants de nous montrer qu'ils sont bien, voilà, en forme. Oui. On va donc là passer à une séance amphi par amphi. Des enseignants sont partis dans l'amphi 2 et 3 pour répondre à vos questions. On a un peu débordé.